Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Henri Agenberg. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté l'invitation d'Acadème. Vous venez de publier un livre qui récapitule vos engagements politiques au sein de la communauté juive française. Son titre, Une voix politique juive française. C'est publié aux éditions Hermann et c'est l'occasion pour nous de retracer votre parcours. Vous avez été, on le sait, président du CRIF pendant 6 ans, donc de 1995 à 2001, et puis aussi président du Congrès juif européen. Toute votre expérience est confondue en marge de votre profession d'avocat avec une activité militante pour l'expression d'une voix juive donc au sein de la République, d'abord au sein de la LICRA, puis vous avez créé le Renouveau Juif, c'était une association donc, qui avait vu le jour dans les années 70, et puis bien sûr à la tête du CRIF pendant vos 2 mandats consécutifs. Votre livre a été publié avant le 7 octobre. Difficile quand même de commencer cette interview sur votre passé pour ne pas parler du présent aujourd'hui et de la manière dont vous avez perçu cet événement 7 octobre. De quelle manière, alors que vous avez toujours été un partisan engagé dans le processus de paix, notamment au temps d'Oslo, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, quelque chose peut renaître de ce drame du 7 octobre, de cette tragédie du 7 octobre, ou au contraire, que nous passons à autre chose? Quelle est votre perception? Je vais vous dire une chose, les Israéliens et l'État d'Israël est condamné à vivre avec les Palestiniens. Donc il faut trouver une solution pacifique à un moment. Pas être toujours en guerre, c'est pas possible. Et avoir un conflit qui se répète toutes les 4 ou 5 ans avec des attaques auxquelles Israël, l'armée d'Israël est obligée de répliquer. Donc de toute façon, il faut venir vers une solution négociée. Avec qui? Ça, c'est la problématique qui se pose aujourd'hui. Certainement pas avec le Hamas, qui idéologiquement veut non seulement la destruction d'Israël, mais la disparition des Juifs sur la terre d'islam. Donc avec ce qu'on appelle aujourd'hui encore l'autorité palestinienne, qui n'a pas beaucoup de pouvoir, mais à qui il faudrait redonner un peu de vigueur, ou tout au moins changer de dirigeant aussi, parce que Mahmoud Abbas a fait son terme, si on peut dire. Il est très âgé, avec toutes les déclarations qu'il vient de produire les derniers temps. C'est inenvisageable d'avoir véritablement une négociation avec lui. Donc il faut aussi, à l'intérieur de ceux qui sont les représentants du peuple palestinien, avoir des interlocuteurs valables. Ça sera le défi de l'après-guerre. Ouais, il faudra peut-être les créer. Quel rôle pourraient jouer les pays arabes aussi? Peut-être une nouvelle configuration pour cet État palestinien Peut-être très probablement, le déclenchement de la guerre vient du fait qu'on annonçait haut et fort le rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël après les accords d'Abraham. Ces accords ont été révolutionnaires. Donc ce rapprochement avec l'Arabie saoudite, qui est un pays sunnite, de religion sunnite, sur le plan de l'islam, qui est en conflit réellement sur le plan idéologique avec l'Iran qui est chiite, alors que le Hamas est sunnite et est alimenté sur le plan financier, sur le plan armement, par l'Iran chiite, tout ça est très complexe. Mais enfin, on peut voir une situation où les sunnites voudraient voir la mainmise de l'Iran chiite cesser sur le Hamas. Donc on peut avoir un rapprochement avec l'Arabie saoudite qui pourrait se dessiner, ainsi qu'un appui de l'Égypte, qui est aussi sunnite et qui est en relation de paix avec Israël. Donc on pourrait avoir une configuration qui aiderait, si vous voulez, à une restructuration du pouvoir au sein de la bande de Gaza. Voilà, et là on voit tout de suite, Henri Agenberg, votre optimisme, j'allais dire, qui est foncier, qui n'est pas naïf, mais qui est quand même malgré tout un optimisme pour essayer de trouver une solution réaliste dans ce conflit. Vos parents sont tous deux nés à Varsovie. Ils se sont rencontrés en France, c'est votre frère Serge qui naît en 1941, et puis vous donc en 1947, juste après-guerre. Quel souvenir vous gardez de cette période des années 50 en France, de cette famille juive? Quelle était l'ambiance? Comment vous viviez aussi votre judéité à ce moment-là? Écoutez, d'une certaine manière, je suis imprégné de Yiddishkeit, parce que mon père s'adressait à nous, les enfants, en yiddish, et on lui répondait en français. Il avait un très mauvais français. Mon père avait été tailleur, il est allé à l'école jusqu'à l'âge de 10 ans seulement. Il a commencé à travailler après, en apprentissage. Puis il est venu en France à l'âge de 17 ans. Je me souviens, si vous voulez, d'avoir été baigné dans le yiddish. La boutique de mon père était le salon où l'on cause yiddish. Et on venait le voir, pas toujours pour acheter des vêtements, mais pour avoir le plaisir de discuter en yiddish. Et quand je venais déjeuner à la maison en sortant de l'école,
presque systématiquement, j'entendais une chanson juive à la maison, parce qu'ils mettaient des disques, c'était les anciens 33 tours, qui étaient en yiddish. Et il lisait le yiddish, et il écrivait à son frère, qui était en Argentine, en yiddish. Ma mère était dans un autre positionnement, si je puis dire, parce que mon grand-père avait émigré aussi en France dans les années 30. Il était cordonnier au départ. Donc, et après, il a commencé à vendre des chaussures, celles qui réparaient. Et petit à petit, bon, toute la famille, qui était une famille de 9 enfants, est allée à l'école en France, dans l'école publique. Et ma mère, sa grande gloire, était d'avoir été jusqu'au certificat d'études. C'était pas rien à l'époque. Donc elle s'exprimait très très bien en français. Du côté de ma mère, c'est une famille où il y avait ces enfants qui, pendant la guerre, ont été cachés. Et c'est ce qui les a sauvés. Ils ont été dans des familles non juives qui les ont hébergés et qui leur a permis d'être cachés, alors que mes grands-parents étaient cachés. Ils portaient l'étoile jaune, mais ils étaient cachés. Et ils ont survécu du côté de ma mère. Du côté de mon père, puisque vous me demandez dans quelle ambiance, dans quelle atmosphère j'étais, je me souviens très bien dans la salle à manger où on déjeunait et dînait tous les jours. Derrière mon père, excusez-moi, il y avait la photo de sa famille, la veille d'un seder. Et sur la photo, qui était d'une famille de 7 enfants, 3 avaient disparu pendant la guerre, mes grands-parents avaient disparu. Ils étaient là tous les jours par cette photo. Et ça, c'était quelque chose dont on ne parlait pas? Il était très difficile de parler de la période de la guerre en Pologne et à Varsovie, parce que mon père ne savait pas ce qu'étaient devenus ses parents. Il ne savait pas quand ils avaient été arrêtés, où ils avaient été conduits, ni ses 3 frères qui ont disparu. Donc c'est quelque chose qu'on abordait très peu. Je me souviens simplement du premier voyage en Pologne que mon père a fait après la guerre avec un groupe d'anciens juifs de Pologne. Il a appris ce qui était arrivé à ses parents, dans quelles circonstances et où ils avaient été conduits. Il a pleuré. C'était plus possible de lui parler. Mes parents ne sont ni pratiquants ni croyants, oui. Il dit ça dans le livre, mais la tradition juive imprègne mon enfance. Comment ça se manifestait, cette dualité d'appartenance, à la fois éloignée de la pratique, mais en même temps imprégnée de cette identité? Mon frère et moi, nous avons fait notre bar mitzvah. C'était, si vous voulez, le rattachement à la religion juive et à notre culture. Donc nous avons reçu tout l'enseignement qui conduit effectivement à ce passage à la bar mitzvah. Je me souviens de quelque chose de très important chez nous, c'était le seder. Je vais vous parler de la photo du seder. Mais toute la famille de ma mère, parce qu'il restait ses 8 frères et sœurs, avec son père, sa mère malheureusement est morte très jeune, étaient réunis chez nous. Mon père et mon grand-père dirigeaient le seder. Les prières étaient moitié en hébreu, araméen, et moitié en yiddish. Et nous, les enfants, on avait beaucoup de mal à suivre. Il n'y avait pas du tout de traduction en français. Cette manière d'être juif de votre enfance, est-ce que vous l'avez conservée plus tard jusqu'à aujourd'hui, ou est-ce que vous avez évolué par rapport à ça? En tout cas, en ce qui concerne le seder, je peux vous dire que je l'ai conservé, oui. Vous n'êtes pas devenu plus observant nos ou deux plus fils croyant? nos 2 fils ont fait aussi leur bar mitzvah. Et donc, nous avons essayé de transmettre cette tradition, sans être religieux, sans être pratiquant, mais nous nous inscrivons, disons, dans une tradition qui est celle communément admise, si vous voulez, des juifs qui sont éloignés de la synagogue, mais qui considèrent que c'est la culture du judaïsme qui doit quand même être transmise. En 67, début de la guerre des 6 jours, vous avez 20 ans, donc, et vous veniez de démarrer vos études supérieures, donc de droit, si je ne m'abuse. Vous allez à l'ambassade d'Israël pour vous engager dans l'armée à ce moment-là. Quel était votre état d'esprit? D'où ça vous venait, cet attachement à Israël? Alors il y a un certain nombre de gens qui ont fait la même démarche, mais ce n'était pas le cas de votre famille, ou est-ce que votre famille était déjà sioniste aussi par rapport à cette question? Vous savez, on dit qu'est-ce qu'un sioniste? C'est un juif qui donne de l'argent à un autre pour envoyer un troisième en Israël. C'était à peu près le schéma chez mon père. Il contribuait beaucoup au sionisme en donnant de l'argent. Mais nous avions de la famille en Israël et nous avions des amis. Et donc, moi, je suis allé en Israël avant la guerre de 67 au moins 2 fois.
Et je me souviens, ça m'avait marqué parce que je me souviens de ma première arrivée à l'âge de 12 ans au port de Haïfa, avec toutes les sirènes des bateaux qui entouraient notre grand bateau, le Theodor Herzl, à l'époque. Et donc, c'est quelque chose qui m'avait marqué parce que j'avais foulé la terre d'Israël, j'avais rencontré de la famille et je m'étais fait des amis de mon âge. Et mes amis de mon âge ont été mobilisés au moment de la guerre de 67. Donc, dans la période qui a précédé le déclenchement de la guerre, parce que psychologiquement c'est très important. Pour ceux qui sont des autres générations, il y a eu Nasser, qui était à la tête de l'Égypte, qui a fermé le détroit de Tirane, qui conduit à la mer Rouge, ça veut dire qui conduit au port d'Elat, pour d'une certaine manière commencer l'asphyxie d'Israël. Et d'un autre côté, on avait la chance à la maison d'avoir un poste de télévision. J'ai vu Ahmed Choukeri, qui était le chef des Palestiniens de l'époque, dire on va entrer dans Israël et on mettra tous les Juifs à la mer. Donc, pour nous, c'était un choc parce que, à l'époque, probablement, l'armée égyptienne était la plus forte du monde arabe. Il y avait probablement environ 40 millions d'Égyptiens et il y avait 2,5 millions à 3 millions de Juifs en Israël, pas plus. Donc, dans les jours qui ont précédé la fermeture du détroit de Tirane par Nasser, nous savions qu'il y allait avoir la guerre. C'était un casus belli pour Israël, la fermeture du détroit de Tirane. Et donc, on savait qu'il y aurait quelque chose, mais on ne savait pas qu'Israël était armé de cette manière qui lui permettrait véritablement de remporter la victoire. Ce que nous ressentions, c'est qu'Israël allait être écrasé, écrabouillé, et que les Juifs allaient disparaître. Et pour nous, vous le disiez à l'instant, qu'on y est après la Shoah, et nous avions la connaissance de ce qu'avait été la dimension de l'extermination des Juifs d'Europe, nous en étions convaincus, vers une disparition des Juifs d'Israël. Vous faites vos études donc à la faculté d'Assas. C'est pendant vos études d'ailleurs que se crée, je crois, le GUD, le groupe Union Défense, le fameux GUD. Au même moment, vous devenez, vous, président de la section jeune de la LICRA. Donc encore étudiant, là à nouveau, vous êtes en première ligne, on va dire. Comment ça se passait à la fac entre ces mouvements d'extrême droite et vous, les militants de la LICRA? On a le problème de l'extrême droite, avec des groupes qui sont des groupes de combat quasiment, le GUD, et antisémites, foncièrement antisémites. D'un autre côté, quand j'entre en fac de droit en 1967, je n'ai pas de problème, mais après les événements de mai 68, on commence à avoir des problèmes avec l'extrême gauche. On est entre deux feux, d'un côté l'extrême droite et de l'autre côté l'extrême gauche, parce que l'extrême gauche est antisioniste, pas antisémite. Pro-palestinienne en tout cas. Pro-palestinienne. Ouais. La question de la Palestine, et on en reparlera peut-être par rapport aux événements d'aujourd'hui, succède à la cause vietnamienne. C'est-à-dire qu'on est sorti de la guerre du Vietnam, qui était le grand rassemblement, si vous voulez, pour les extrémistes de gauche au soutien au Vietnam et contre la guerre du Vietnam. Et on est là dans la défense des Palestiniens. On est après 1967, donc après la victoire d'Israël. Mais on est dans un mouvement qui est un mouvement idéologiquement qui est pro-palestinien, avec l'idée que juifs et palestiniens doivent vivre sur une même terre, mais qu'il ne doit pas y avoir d'État d'Israël. D'État d'Israël qui, avec les juifs, serait dominant par rapport aux Palestiniens. Donc, on est avec un mouvement où de nombreux leaders gauchistes sont d'origine juive. Donc, ils ne sont pas antisémites. Ils sont, si vous voulez, dans une idéologie qui est celle qui les porte à considérer que l'État juif en tant que tel ne doit pas exister, qu'il doit y avoir un État qui rassemble les juifs et les arabo-palestiniens. C'est l'époque où l'antisionisme n'était pas forcément encore antisémite. Il n'était pas devenu forcément antisémite. Il était différent. Ouais. Bon. Donc on est à ce moment-là, et on est aussi avec un parti communiste très fort à cette époque, et avec beaucoup de juifs qui sont aussi encore engagés au parti communiste, qui est post-stalinien. Ça veut dire qu'on n'est pas après 1989, on est dans un moment, dans un système, si vous voulez, où l'extrême gauche est très importante dans la fac. Et d'un autre côté aussi l'extrême droite. Et nous, pour nous faire entendre entre ces deux extrêmes, nous devons essayer d'avoir, si vous voulez, la possibilité de parler. Et pour parler, il faut avoir la possibilité de se défendre physiquement.
Donc je constitue d'abord un groupe de défense pour dire on peut rentrer dans les amphithéâtres entre des barres de fer que si nous-mêmes nous sommes capables de nous défendre. Ça, c'est la première démarche. Et après, je constitue un groupe d'orateurs capables de contre-argumenter par rapport surtout à l'extrême gauche et pas par rapport aux antisémites, parce qu'il n'y a pas vraiment d'argument à porter contre les antisémites. Mais par rapport au sionisme, nous sommes là pour défendre Israël. Alors, étape de votre parcours marquante, à la fin des années 70, vous organisez une manifestation qui s'appelait les 12 heures pour Israël. Bon, certains s'en souviennent, j'imagine, le regroupement le plus important en Europe en soutien à Israël. Vous parvenez même à rassembler à Paris plus de 100 000 personnes. Dans quel contexte est né, à l'occasion de cet événement qui en porte la manifestation, la trace, est né cet éveil de la conscience des Juifs de France pour l'importance, la centralité d'Israël, de la défense d'Israël? Nous avons parlé de la guerre de 67, de la guerre des 6 jours de 1967. À ce moment-là aussi, déjà se cristallise, si vous voulez, un mouvement de soutien à Israël. Et ce n'est pas ma génération, c'est la génération des aînés, ceux qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, la résistance ou malheureusement le fait de porter l'étoile jaune et pour certains d'être déportés, qui en 1967, comme je l'expliquais tout à l'heure, craignent la disparition d'Israël et se mobilisent déjà dans la rue. Ce qui nous porte après, au moment des 12 heures pour Israël, c'est un autre événement aussi marquant. C'est la guerre de Kippour de 1973. On en a beaucoup parlé parce que nous sommes 50 ans après la guerre de Kippour, et quand on y viendra tout à l'heure par rapport aux événements du 7 octobre 2023, on est 50 ans après, presque jour pour jour, après le début de la guerre de Kippour. Qu'est-ce qui se passe au moment de la guerre de Kippour? C'est Anwar al-Sadat qui est président de l'Égypte et qui décide d'attaquer le jour de Kippour l'État d'Israël. Et c'est Israël qui est surpris, avec les services de renseignement et les politiques qui ne prennent pas compte de la situation, et qui fait que l'armée égyptienne entre dans le Sinaï et menace le sud d'Israël. Et nous vivons ça le jour de Kippour, à la sortie de la synagogue. Nous entendons les informations que nous n'avions pas entendues pendant que nous étions dans la synagogue. Mais à ce moment-là, nous vibrons aussi pour l'existence d'Israël. Tous les Juifs du monde entier, comme en 1967, ont eu la crainte qu'Israël disparaisse et que les Juifs soient balayés de la carte en Israël. Donc à ce moment-là, le mouvement pro-israélien, il est là à ce moment-là. Et il y a une chose qu'on doit dire au passage, c'est qu'on est en 1967 et en 1973 en France avec une communauté juive revigorée par l'apport du monde juif séfarade. Les Juifs d'Algérie, les anciens pieds noirs juifs sont en France. Il y a des Juifs du Maroc, des Juifs de Tunisie. On multiplie au moins par 2, sinon davantage, le nombre de Juifs en France. Et donc on a une vigueur de la communauté juive et une expression de solidarité avec les Juifs d'Israël qui s'exprime dans la rue. Par rapport à cet engagement et aussi à ce changement d'ambiance, on va dire, pour la communauté, c'est le prolongement concret de ce mouvement précédent, la création, avec votre frère Serge, de la première station de radio juive en France, qui s'appelle Radio J, donc qui existe toujours. Là encore, il faut se remettre dans le contexte pour comprendre le bouleversement que cette radio représente dans le paysage, en tout cas d'information radiophonique à Paris. C'est un bouleversement. Il est possible parce que François Mitterrand a été élu et qu'avant son élection, en ayant, si vous voulez, des rumeurs sur le fait que des radios, entre guillemets, clandestines pourraient être officialisées, nous nous disons qu'il faut créer cette première radio juive. Et c'est ce qui est le bouleversement que vous indiquez. Oui. Mais on est après la défaite de Valéry Giscard d'Estaing à l'élection présidentielle de 1981, si je ne me trompe pas, oui. Et l'élection de François Mitterrand. Alors. Et donc on est après 3 manifestations des 12 heures pour Israël, 1976, 1977 et 1980. Et on est aussi après, si vous voulez, l'appel au vote juif contre Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, j'allais y venir. Puisqu'avant la création des radios libres en 81, il y a eu cette élection présidentielle du mois de mai. Alors Mitterrand bat Giscard, mais de peu.
A posteriori, on peut s'interroger, en tout cas vous interrogez dans le livre, quel rôle a pu jouer l'appel du renouveau juif que vous présidiez alors au vote sanction contre Giscard? Il a joué à la marge, cet appel des Juifs à voter contre Giscard. Il a été suivi. C'est-à-dire ce vote sanction a été très très largement suivi. Je donne des exemples, si vous voulez, concrets dans mon livre, de la manifestation, si vous voulez, démocratique des Juifs contre une politique anti-israélienne. Il y a eu, si vous voulez, un épisode très important dans la période de Valéry Giscard d'Estaing, c'est la livraison de centrales nucléaires de recherche, soi-disant, à Saddam Hussein, qui est à la tête de l'Irak à ce moment-là. Et l'Irak est engagé dans la lutte contre Israël et pour la disparition de l'État juif. Et la France livre un centre de recherche qui est militarisable. Ça veut dire qu'avec de l'uranium enrichi, il est possible de construire une bombe atomique. Donc, nous mobilisons les Juifs contre cette livraison par la France d'un centre de recherche nucléaire. Alors, on en vient, si vous voulez bien, maintenant à votre action en tant que président du CRIF. Vous êtes donc élu président du CRIF en 1995. Comment se présentait alors la situation? Dans quel état d'esprit vous avez pris ces fonctions importantes pour la communauté? Avant, j'étais un militant qui était un contestataire de l'establishment juif pendant toutes les années 1970-1980. C'était quoi l'establishment juif? L'establishment juif, ça veut dire les dirigeants qui étaient à la tête de la communauté juive et qui, pour moi, n'étaient pas suffisamment engagés politiquement et suffisamment entendus. Ils ne savaient pas s'exprimer ni dans les micros des radios ni à la télévision. Ils étaient presque invisibles politiquement. Et donc nous, avec le renouveau juif, nous avons voulu faire la démonstration qu'il existait une force politique juive et une voix politique juive. Ce que ne souhaitaient pas faire les dirigeants qui étaient de la génération d'avant-guerre et de l'immédiate après-guerre, pour des raisons psychologiques, on peut comprendre. Ils avaient vécu l'antisémitisme, ils avaient subi l'étoile jaune. Oui. On ne pouvait pas être, si vous voulez, des juifs avec, disons, une visibilité politique. Et nous avons créé un mouvement qui allait dans le sens, au contraire, d'une médiatisation d'une voix politique, donc toute la période des années 1970 à 1982, pour faire large. Ensuite, nous avons aussi joué un rôle pour, disons, donner une résonance à l'identité juive en faisant 2 manifestations qui sont intitulées Judéoscope. Et j'arrive à la présidence du CRIF, je suis à ce moment-là notabilisé. Je ne suis plus dans la contestation. Je suis à une période de ma vie où j'ai pris de l'âge et où je veux asseoir aussi une voix politique juive, indépendante et entendue. Et c'est ce que je vais faire à la fois contre le Front National de Jean-Marie Le Pen sur le plan de la politique intérieure française pour l'isoler politiquement par rapport au Parti républicain, et deuxièmement par rapport à Israël et au processus de paix, en faisant entendre la voix de la communauté juive française organisée par rapport au soutien au processus de paix. Quel fut votre rôle dans ce processus de paix, dans ces négociations? Alors, vous dites tout de suite, on n'était pas une diplomatie parallèle, mais malgré tout, c'était complémentaire peut-être, ou ça pouvait jouer sur les appréhensions que pouvaient avoir les uns et les autres, ça pouvait débloquer certaines situations. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce rôle que vous avez eu au sein du CRIF et aussi personnellement? D'abord, j'ai eu la chance que le 6 juin 1995, Yitzhak Rabin vienne à Paris pour rencontrer le président de la République de l'époque, et nous l'avons invité au CRIF, et il cherchait l'appui des communautés juives dans le monde, dans le soutien au processus de paix. Les accords d'Oslo avaient été signés en 1993, ils avaient été officialisés à Washington. Un accord de paix avait été conclu avec la Jordanie en 1994, ce qui n'était pas rien. Et donc on le voit en juin, et il est assassiné en novembre, le 4 novembre 1995. Donc je vais à ses funérailles, et je lui dis quand il est à Paris que nous soutiendrons le processus de paix, que le CRIF appuiera le processus de paix. C'est ce que nous avons tenté de faire en disant ce n'est pas que la question d'Israël,
le processus de paix avec les Palestiniens, c'est aussi la question des Juifs. Ça concerne le monde juif. Et on pourrait dire que nous avons eu des répercussions dans le monde juif du conflit israélo-palestinien. Il y a eu 2 attentats meurtriers à Paris, celui de la rue Copernic en octobre 1980 et celui de la rue des Rosiers en août 1982. Donc il y a des répercussions. Il y a eu d'autres attentats avant qui ont touché les Juifs. Il y a eu l'attentat aux Jeux Olympiques de Munich, c'est les Israéliens qui ont été visés à ce moment-là, 12 athlètes israéliens qui sont assassinés, mais nous avons eu des Juifs qui ont été pris quasiment en otage et qui ont été assassinés dans d'autres attentats dans différentes villes d'Europe. Il y a une répercussion pour le monde juif. Et pour Israël, nous avons, nous, l'analyse qu'il faut mettre un terme au conflit israélo-palestinien. Il y a un chef qui apparaît conduire les Palestiniens, c'est Yasser Arafat. C'est un ancien chef terroriste. Mais je ne sais pas s'il fait l'unanimité, mais à ce moment-là, on considère que c'est le seul qui peut s'engager dans un processus de paix avec l'État d'Israël. Donc, l'idée, c'est de montrer que les Juifs soutiennent ce processus. Donc, nous sommes dans un soutien avec effectivement une diplomatie un peu parallèle, mais sans entrer dans la négociation. Simplement, nous entendons ce que peuvent dire les dirigeants arabes et Yasser Arafat. On ne va pas tout refaire, mais à quel moment, précisément, vous avez eu l'impression d'avoir eu un rôle Le déclencheur, c'est ma rencontre avec Hosni Moubarak, qui dirige l'Égypte à ce moment-là. Nous avions invité l'ambassadeur d'Égypte à Paris au dîner du CRIF, comme nous avions invité Leïla Chaïd, qui était la représentante de l'autorité palestinienne à Paris au dîner du CRIF. Ce qui était un bouleversement. C'est en 1995, lors de mon premier dîner du CRIF, après l'assassinat d'Yitzhak Rabin. J'ai un lien avec l'ambassadeur d'Égypte à Paris, et quand Hosni Moubarak vient à Paris, il le persuade qu'il faut me rencontrer. Parce que je connais Netanyahou, et il veut avoir un entretien avec moi pour savoir ce que veut faire Netanyahou. Qui est Netanyahou? Netanyahou, je l'avais déjà rencontré. Donc, j'ai ce premier entretien et je crée une relation avec Hosni Moubarak qui m'invite à le revoir au Caire. Donc, il y a quelque chose qui se noue à ce moment-là avec Hosni Moubarak. Et je dis qu'il faut continuer, si vous voulez, sur cette voie. Et en 1999, nous entamons vraiment ce que nous avons appelé le voyage pour la paix, qui est non seulement de rencontrer au Caire Hosni Moubarak, de rencontrer le roi de Jordanie, qui est aussi Abdallah II, qui a succédé à son père, le roi Hussein, qui est décédé. Nous rencontrons aussi à ce moment-là Yasser Arafat en délégation. Quel souvenir vous gardez de cette rencontre avec Yasser Arafat? C'était très difficile pour nous, parce qu'effectivement, comme je le disais à l'instant, c'était un ancien chef terroriste. Et donc, lui serrer la main, alors que pendant des années, on a manifesté contre lui et contre le fait qu'il y ait un bureau représentatif de l'OLP à Paris. Condamner aussi les gens qui lui serraient la main. Bon, mais Netanyahou lui avait serré la main, bien évidemment, et d'autres dirigeants israéliens. Et les Israéliens avaient davantage combattu Yasser Arafat que nous l'avions fait nous-mêmes. Et quelle impression vous faisait en tant que leader politique, quelqu'un qui avait une grande vision, au contraire Dans la première rencontre, Yasser Arafat était malade. Je lui serre la main pour le quitter et je lui dis « Sei mir gesinnt », qui est une expression en yiddish, qui veut dire « soyez en bonne santé », parce que je l'ai vu malade. Et je me dis « merde, si il crève, avec qui Israël va pouvoir parler ?» Votre chapitre dans le livre s'intitule « Désillusion et amertume ». Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Les Israéliens sont allés très loin dans le processus de paix avec Yasser Arafat. Le contexte veut que ça ait échoué parce que Yasser Arafat demandait que dans les accords qui seraient conclus avec Israël soit accepté le principe du droit au retour des Palestiniens, des réfugiés palestiniens. À l'époque, ils étaient entre 300 000 et 600 000, plutôt 600 000 que 300 000, environ 300 000 qui étaient allés à Gaza, mais il y avait ceux qui étaient allés au Liban, en Syrie, qui se retrouvaient en Cisjordanie. Aujourd'hui, on parle de 4 millions d'anciens réfugiés, mais on n'est pas sur ces chiffres-là à l'époque.
Mais Yasser Arafat demande le principe du droit au retour des Palestiniens. Il y a le principe du droit au retour des Juifs sur la terre d'Israël. Lui, il veut le principe du droit au retour des Palestiniens sur la terre d'Israël. Ce qui est inacceptable. Ce qui est inacceptable, pas simplement pour Ehud Barak, mais pour toute la gauche israélienne. Dans mon livre, je cite 3 articles des intellectuels de gauche israéliens qui disent on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter le principe parce que si on l'acceptait, eh bien, peut-être qu'Israël disparaîtrait sous la démographie des Palestiniens. On est aussi avec le Hamas, qui est un groupe qui se constitue dans cette période et qui devient important au sein de la population palestinienne, et notamment dans la bande de Gaza. Et on le verra par la suite, après 2005-2006. Mais on est aussi avec l'Iran, qui jusque-là ne s'est pas du tout intéressé à la question palestinienne, qui n'est jamais intervenu. Mais à partir de 1979, on a la révolution communiste en Iran. Effectivement, on a une idéologie qui n'accepte pas les Juifs sur la terre islamique, sur la terre d'islam, qui est le territoire israélien. Et certainement qu'à ce moment-là, il y a l'Iran qui rentre dans la manœuvre, si vous voulez, derrière Arafat. Arafat me dit, les yeux dans les yeux, je crains d'être assassiné. La dernière fois que je le rencontre. Je le répercute aux Israéliens. Et il me prédit aussi, probablement, qu'il y aura une révolte chez les Palestiniens, de la population palestinienne, s'il n'y a pas les accords de paix. C'est-à-dire, à la fois, il faut les accords de paix, et à la fois, il craint que s'il signe les accords de paix, il soit assassiné. Je pense, aujourd'hui, en me remettant, si vous voulez, dans la situation de l'époque, autour de 1999, l'an 2000, à la fin du processus de paix, qu'il y a cette pression iranienne qui existe, et qu'il y a la pression du Hamas qui existe. Et qu'à ce moment-là, il n'est plus véritablement le chef incontesté que l'on croyait, pour pouvoir signer les accords. Et déjà née la situation effectivement qu'on connaît aujourd'hui. Le temps a passé, il faut quand même qu'on parle aussi, Henri Agenberg, de vos activités en ce qui concerne la France, l'impulsion tout à fait importante que vous avez donnée au réexamen des responsabilités françaises dans la Shoah, et au premier rang desquelles, donc, cette fameuse déclaration de Jacques Chirac sur le sujet. Comment ça s'est passé? Vous pouvez nous raconter cette scène? Je venais d'être élu, et effectivement, comme vous le disiez à l'instant, Jacques Chirac aussi. La directrice du CRIF, Jacqueline Keller, dit « il faut que vous ayez une entrevue avec le président Jacques Chirac ». Et c'est elle qui téléphone au secrétariat de l'Élysée. Et comme vous le disiez, il vient d'être élu, mais au premier tour, Jean-Marie Le Pen a fait un score très important pour l'époque. Ça a changé depuis, parce que on met toutes les proportions, il était au-delà de 12 à 15%, il était proche de 15%. Aujourd'hui, les sondages donnent au parti de Marine Le Pen plus de 40%, elle a fait 42% aux dernières élections présidentielles, mais à l'époque, ça nous semblait considérable et comme un danger, et un danger pour les Juifs. Parce que Jean-Marie Le Pen est à la tête du Front National, qui a été constitué par d'anciens Vichysois, et par des gens du GUD, vous le rappeliez tout à l'heure, des antisémites. Et pour nous, il draine l'antisémitisme. Donc, il a été l'adversaire de Jacques Chirac, et je dis à Jacques Chirac, qui se lève de son siège et m'amène vers la fenêtre qui donne sur les jardins de l'Élysée, et qui me prend tête à tête, et je dis à Jacques Chirac, les jeunes ne savent pas ce que porte Jean-Marie Le Pen, son fond d'antisémitisme et de racisme. Et il faut qu'il y ait une pédagogie vis-à-vis des jeunes. Et je lui dis, il y a la cérémonie du Veldiv qui va intervenir le 16 ou le 17 juillet 1995. Ce serait bien que vous preniez la parole. Et que vous affirmiez les valeurs françaises. Ce serait la première fois qu'un président de la République prendrait la parole lors de la cérémonie du Veldiv. Mitterrand ne l'avait pas fait. Robert Badinter avait pris la parole en présence de François Mitterrand, mais François Mitterrand n'était pas intervenu. Il se tourne vers Christine Albanel, qui est sa collaboratrice la plus proche par rapport à la communauté juive, et lui dit « Christine, qu'est-ce qu'on a sur l'agenda ?»
Christine regarde l'agenda et dit « il n'y a rien le 16 juillet ». Il dit « on y va ». Sur ce personnage de Mitterrand, vous avez a posteriori un jugement quand même assez mitigé. Après sa mort, d'ailleurs, vous avez écrit un article dans le journal Le Monde qui s'intitulait « Mitterrand, Israël et les Juifs ». Vous affirmiez qu'il subsistera un voile sur son image. On parlait notamment des relations maintenues, par exemple, avec René Bousquet. Est-ce que ce voile aujourd'hui persiste a posteriori, historiquement, sur ce personnage de Mitterrand et son ambivalence pour, Il y a une ambivalence complexe du personnage François Mitterrand. À la fois, comme je le disais tout à l'heure, il est véritablement à l'origine d'un rapprochement avec l'État d'Israël et sa première visite à Jérusalem à la Knesset, qui est marquante. Et d'un autre côté, il a continué à avoir des relations avec René Bousquet d'une manière confidentielle, pour ne pas dire secrète. René Bousquet ayant été un des principaux collaborateurs des gouvernants de Vichy, je veux dire de Pétain et de Laval, et ayant lui-même serré la main avec des officiers de la Gestapo et contribué au rafle des Juifs. Et François Mitterrand, je ne veux pas être trop long sur ce chapitre-là, a continué d'avoir des relations amicales avec lui. Et d'un autre côté, pour ajouter, si vous voulez, à la sauce, c'est que François Mitterrand, président de la République, a freiné les procédures et les instructions dirigées notamment contre Maurice Papon et contre René Bousquet. Parce que René Bousquet a été impliqué dans une procédure, il finira par être assassiné, mais la procédure était allée assez loin, et il avait donné vraiment des instructions au juge d'instruction de freiner les interrogatoires et de freiner les procédures. On était encore à une époque où le pouvoir exécutif pouvait avoir la main sur certains magistrats. Donc on est avec une personne qui, vis-à-vis de Vichy, a dissimulé son passé aussi de militant d'avant-guerre qui était proche de l'extrême droite, de celui qui a reçu la francisque de la main de Philippe Pétain, et de celui qui, pendant une période, si vous voulez, a pu être dans ce cercle de vichistes, pour finir dans la résistance, parce qu'il a été aussi un résistant. Il a été un combattant engagé et un résistant. Donc un personnage très très ambigu, et j'ajoute juste un mot, c'est qu'il a été entouré de juifs. Il est venu au pouvoir en 1981 avec le soutien de Pierre Mendès France, avec le soutien de Daniel Meyer, avec le soutien de Robert Badinter, avec Jacques Attali et avec Strauss-Kahn. Donc tout ça ferme quelque chose de très complexe, très ambigu, et j'essaye de l'expliquer un peu dans mon livre. Alors, maintenant, on va dire un mot de l'acte de repentance des évêques de France, qui date du 30 septembre 1997. Là encore, vous avez participé en quelque sorte à la genèse de cette affaire, puisque la déclaration s'adresse au CRIF, à la déclaration des évêques. Comment est-ce qu'elle est née, alors là, cette fois-ci, cette déclaration des évêques? On est dans la période qui précède le procès Papon, et on est après la déclaration de Jacques Chirac du Veldiv. On est dans un moment qui est très très particulier, parce qu'il y a un pape, Jean-Paul II, si je ne me trompe pas, qui est à la tête du Vatican, qui a vécu la Shoah, toute cette période-là en Pologne, qui a eu une relation personnelle avec une famille juive, qu'on découvrira quand il ira à Yad Vashem pour la première fois. Et il a une relation aussi très personnelle avec Jean-Marie Lustiger, qui est en fait Aaron Lustiger, d'origine juive, et qui est quand même cardinal, et donc le chef des évêques en France. On est dans cette période-là que j'essaie de résumer. Et Jean-Marie Lustiger est un personnage qui a la faculté d'être de foi catholique et de ne pas oublier ses origines juives. Il est imprégné d'une certaine manière de judaïsme et, disons, de judaïsme historique à travers sa famille. Il est enfant caché pendant la guerre et il découvre la foi catholique à Orléans. Mais il n'a pas oublié ses racines juives. Il parle le yiddish. Il est de la famille en Israël.
Donc, il y a ce personnage qui est central au moment de cette déclaration Et de l'acte de repentance. vous le rencontrez à ce moment-là. Et alors, il me demande de le rencontrer. Je le rencontre, et sur le plan anecdotique, je vous dis comment ça s'est passé. Il est entouré de prélats, notamment du père Dujardin, qui est un homme assez extraordinaire, qui est celui qui est chargé des relations avec le judaïsme. Et il veut m'informer que l'Église de France a décidé de faire une déclaration de repentance. Il me dit, voilà, nous n'avons rien dit dans l'après-guerre pendant des années, mais nous avons surtout été silencieux pendant la guerre, alors qu'il y avait les lois scélérates discriminatoires du régime de Vichy, nous n'avons rien dit. Nous, ça veut dire l'Église de France. Et aujourd'hui, il faut que nous prenions la parole pour dire que nous avons fauté, que nous avons commis une faute et nous allons faire un acte de repentance. Et il me dit, je vais porter la parole de l'Église. Et je le regarde les yeux dans les yeux, c'est un moment très difficile. Et je lui dis, Monseigneur, étant donné vos origines juives que tout le monde connaît, si c'est vous qui portiez cette déclaration, ce n'aurait pas la même signification, la même envergure, la même dimension que si c'était un prélat de l'Église qui n'a pas les mêmes origines que vous. Il l'a compris. Il se tait, alors un moment de silence, et il me dit, vous avez raison. Et finalement, c'est l'archevêque de Drancy qui portera la déclaration de repentance. Voilà, bon, on n'a pas le temps de parler de tout, je renvoie les auditeurs à votre livre, très intéressant et instructif là-dessus. Je voudrais qu'on dise un mot quand même de vos activités après vos fonctions officielles, donc après 2001, ça fait quand même 22 ans maintenant que vous avez quitté donc la présidence du CRIF. C'est quoi votre nouvelle vie à partir de là ? Je me suis tu pendant 20 ans, tout simplement. Je ne suis pas intervenu. J'ai vécu une vie d'avocat. Je me suis occupé de ma famille. Je suis devenu grand-père. Et puis, j'ai ressurgi il y a 2 ans avant l'élection présidentielle. Pour être à l'origine d'un manifeste contre la candidature d'Éric Zemmour à la présidence de la République. Au premier tour, en tout cas, il se présentait. Parce que j'ai considéré que les Juifs ne pouvaient pas accepter qu'Éric Zemmour porte le message qui était le sien. Alors, il y a deux types de messages. Un message pétainiste, d'abord, qui est celui de dire que Pétain a sacrifié les Juifs étrangers pour sauver les Juifs français. Ça veut dire qu'il a sacrifié finalement ma famille pour sauver les Juifs français, ce qui n'est pas vrai. Et on pourrait rappeler la rafle des notables et le livre d'Anne Sinclair sur la rafle des notables, qui n'était que des Juifs français. Et puis le message où, pour la première fois dans l'après-guerre, un homme responsable, dit responsable, un homme politique, met en question l'innocence de Dreyfus. Ça ne s'était jamais entendu. Et puis, le point le plus important, quelqu'un qui se présente comme juif pour être candidat à l'élection présidentielle et qui demande d'expulser 2 millions d'immigrés de France. Et je trouve ça insupportable. Je suis un fils d'immigrés, comme nombre de juifs qui vivent dans ce pays, qui se sont intégrés, qui ont fait leur vie sociale. Nous avons écrit un manifeste avec Pierre Saragoussi, nous, juifs, nous appelons, etc., à ne pas accepter la candidature d'Éric Zemmour à la présidence de la République. Puis au second tour, nous avons fait un appel à voter contre Marine Le Pen, fille du racisme et de l'antisémitisme, parce que nous avons rappelé les origines de son parti politique, qui est celui qui a été fondé par Jean-Marie Le Pen, elle est sa fille, et pendant des années,
elle s'est inscrite dans la ligne de Jean-Marie Le Pen. Pendant des années, est-ce que les choses ont changé aujourd'hui, à votre avis, sur ce point? La distance qui a été prise, on a vu la manifestation contre l'antisémitisme, on voit même des déclarations par rapport à Israël qui sont finalement, globalement, les plus favorables de la classe politique française. C'est un retournement. À titre personnel, elle a pris ses distances avec l'antisémitisme de son père, d'une manière indéniable, puisque nous ne l'avons pas vu prononcer depuis qu'elle est, disons, à la tête du Rassemblement national. Il n'y a aucun dérapage antisémite de sa part. Les dérapages antisémites, c'est Jean-Luc Mélenchon et c'est pas Marine Le Pen. Mais elle est avec un entourage encore d'anciens du GUD, un groupe que je disais tout à l'heure, fondamentalement antisémite à l'origine. Elle est avec des groupuscules qui gravitent autour d'elle, qui ont encore, disons, des messages antisémites. Donc, en ce qui la concerne, probablement une rupture avec l'antisémitisme de son père. En ce qui concerne son entourage, c'est moins évident. Et il faudra qu'elle fasse la démonstration qu'elle écarte de son entourage des gens qui sont antisémites. Une voie politique juive française, le titre de votre livre. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui d'avoir une voie politique juive française, ou est-ce que la situation est trop clivée, les choses sont trop dangereuses, les choses sont trop explosives pour que sereinement une voie juive politique puisse se prononcer en France? Quel est votre sentiment? Le CRIF existe. Le CRIF, c'est l'institution qui regroupe plus de 80 associations et organisations pour s'exprimer sur le plan politique. C'est le changement de période avec l'avant-guerre qui ne connaissait que le consistoire central représentatif des Juifs de France. Il y a eu bien évidemment la leçon de la guerre, la leçon de Vichy, qui a fait que les Juifs de l'ancienne génération ont considéré qu'il fallait une voie politique juive en France. Elle a été la mienne à un certain moment avec une résonance dans les domaines qu'on a évoqués, mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement inquiétante sur le plan du conflit israélo-palestinien, mais sur le plan de l'antisémitisme qui se propage dans le monde et sur celui de l'antisémitisme en France. Nous sommes avec des manifestations qui ne sont pas simplement anti-israéliennes, mais antisémites dans des universités et des grandes écoles comme Sciences Po. Et il faut qu'il y ait véritablement des répliques, des ripostes qui existent sur le plan politique. Oui. C'est quoi, par exemple? D'abord, si vous voulez, vis-à-vis des pouvoirs publics, de peser pour que les Juifs soient en sécurité, mais aussi qu'on change de pédagogie dans les collèges et lycées pour ne pas simplement enseigner ce qu'a pu être la Shoah, mais enseigner ce qu'est l'antisémitisme, ce qu'est le racisme, et aussi la tolérance vis-à-vis des Juifs. Et donc dire aussi ce qu'est le judaïsme, et fondamentalement défendre les valeurs républicaines. Donc on doit aussi passer des messages, ça veut dire changer aussi, disons de niveau, au niveau de l'instruction publique, par rapport à ce qui peut être enseigné dans les collèges et lycées. Maintenant, nous avons besoin plus largement d'une sécurité. La population juive a diminué parce qu'il y a eu un antisémitisme d'atmosphère depuis le début du siècle. On a vu Ben Laden passer le message après avoir fait exploser les tours de New York qu'il s'en prenait aux croisés aux Juifs, mais les Juifs, c'est la première cible. Nous avons le message qui vient des fondamentalistes iraniens chiites qui veulent l'élimination d'Israël parce que Israël, les Juifs sont sur la terre d'islam. Nous avons malheureusement le Hamas qui a repris l'idéologie chiite tout en étant sunnite, mais c'est une idéologie religieuse qui veut la disparition des Juifs sur la terre d'islam, mais plus généralement, c'est un mouvement antisémite. Donc nous avons besoin ici qu'il y ait aussi vis-à-vis des pouvoirs publics cette dénonciation de cet antisémitisme d'atmosphère qui a conduit des dizaines de milliers de Juifs à déménager de leur logement ou à partir en Israël. Et je crois que nous n'avons pas réussi à transmettre suffisamment ce message. Là, on est avec un pic d'antisémitisme et nous devons adapter nos réponses et nos répliques à ce pic d'antisémitisme. On ne peut pas laisser cette situation perdurer.
C'est la responsabilité des dirigeants du CRIF, et en tout cas du président et de son entourage. Et il faut, avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles méthodes de communication, inventer ce qui n'existait pas de mon époque et qui est une communication vis-à-vis des jeunes générations. Les jeunes générations aujourd'hui se laissent embrayer dans un mouvement qui est anti-israélien, anti-sioniste et antisémite. Il faut une réaction très forte, et donc vous me posiez la question, est-ce qu'il faut une voix juive en France aujourd'hui? Il le faut absolument. Est-ce qu'elle peut être entendue alors que précisément la France essaye de dire aux musulmans finalement la citoyenneté, la laïcité, c'est quelque chose qui doit s'imposer à tout le monde? Est-ce que c'est pas ça aussi qui a changé dans le contexte? Le fait qu'on ne peut plus forcément s'adresser à des communautés pour tenir le principe de laïcité et écarter les risques d'éclatement. Je crois que le principe de laïcité est celui auquel les Juifs sont fortement attachés. Il faut se battre pour ce principe de laïcité. La laïcité ne veut pas dire que les religions n'existent pas. Chacun, dans sa sphère privée, peut avoir son domaine religieux. Mais dans la République, nous sommes des laïcs. Et nous défendons les droits de toutes les religions de pouvoir exister, se diffuser. Nous ne sommes pas qu'avec des musulmans qui sont des fanatiques. Nous sommes avec des musulmans avec lesquels nous pouvons vivre et avec lesquels nous pouvons avoir des rapports tout à fait normaux dans la République. Il faut insister là-dessus. Et il faut que dans le monde arabo-musulman qui est en France, nous ayons aussi des responsables qui tiennent ce même discours. Nous n'avons pas, nous, de rapports conflictuels qui sont existants vis-à-vis entre les musulmans et les juifs. Nous pouvons vivre en toute sérénité ensemble, ici, dans le cadre de la République française. Voilà. Merci beaucoup, Henri Agenberg. On vous sent encore proche de l'action, comme si vous alliez continuer aussi à intervenir, à jouer un rôle dans ce contexte aujourd'hui. C'est votre état d'esprit? Sur ce plan-là, oui. Je pense que c'est important. Bon, j'ai un certain âge qui fait que je ne m'engagerai pas de la même façon, mais il faut passer les messages aux jeunes générations, parce qu'effectivement, nous devons avoir aujourd'hui une communauté juive qui peut vivre paisiblement avec l'environnement que l'on connaît, et je crois que c'est possible. Merci infiniment, merci à vous. Henri Agenberg, d'avoir accepté l'invitation d'Academ. Donc je rappelle le titre de votre livre, Une voix politique juive française, très instructif, donc qui retrace précisément, sans fioriture, votre action militante. C'est une occasion pour ceux qui l'ont vécu de revisiter une période qui paraît, il faut le dire, déjà un peu lointaine, ou tout simplement de la mieux connaître pour ceux qui n'ont pas vécu, pour les plus jeunes générations. Merci beaucoup, merci à tous pour votre attention. Merci à vous.